On saura ce que vous vendez, mais c'est pour tout à l'heure. Mais avant cela, eh bien, notre invité est avec nous ce matin, jeudi. Je rappelle que ce jeune garçon très intelligent, Ousmane Bissiri, c'est son nom. Il est écrivain, conférencier et panafricaniste. Il est né en Côte d'Ivoire le 8 mars 1986. Il est rentré au pays des hommes intègres en 2008 après son baccalauréat série D. Il a animé plusieurs conférences, dont les plus remarquables donc à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou-Mako et à la cité universitaire, donc la chinoise. Il est aussi connu sur les réseaux sociaux pour ses écrits et sur les faits de société de la politique africaine. En plus de ses études universitaires de premier cycle, s'il vous plaît, en psychologie, il a également une licence en communication donc des institutions. Et son œuvre est intitulée L'Afrique et le monde, signé Ousmane Bissiri, le conférencier donc d'Afrique de l'Antiquité à nos jours. Alors, chers étudiants, merci d'acclamer comme je dois pour accueillir notre invité ce matin. Viens avec nous. Ousmane Bissiri, bonjour. Installe-toi, mon frère. Bonjour. Installe-toi. Bienvenue. On dit très souvent que les grands hommes, habituellement, ne présentent pas une morphologie imposante. Ils peuvent paraître infimes, mais ils ont de la matière consistante et surtout utile pour les autres. Ousmane Bissiri ou encore le conférencier d'Afrique, bienvenue à l'apéro. Merci beaucoup. Merci à l'équipe d'apéro. Merci à notre célèbre animateur Jackie Enfeno. Merci à tout le monde. Merci au public. Et pour ma modeste personne, je demande d'abord une certaine audience avec un pardon pour ce qu'on va dire, parce que quand on doit parler, on peut offenser. Voilà. Nous sommes dans un système, nous avons des comportements individuels qui définissent la politique, qui définissent notre vie en société. Merci à tous. Ça démontre tout de suite votre hauteur d'esprit. Parce que déjà, quand on a une pensée et quand on souhaite partager cette pensée avec une certaine audience, on se dit forcément, dans cette audience, tout le monde ne partagera pas forcément. Oui. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas aussi partager son point de vue. Ça, c'est vrai. Mais avant de poursuivre, M. Bissiri, oui, pour entrer dans le vif du sujet, on va d'abord mieux vous connaître. Oui. Natif de la Côte d'Ivoire, Oui. Ce qui a été dit dans votre œuvre, Oui. mais combien de temps avez-vous passé véritablement en Côte d'Ivoire? 22 ans, presque 23 ans avant de venir au Burkina. Vous êtes venu au Burkina seul ou vous êtes venu avec les parents? Je suis venu seul après l'obtention de mon baccalauréat série D. Oui. Voilà, et j'ai été accueilli chez des gens très aimables, des tuteurs qui auparavant connaissaient très bien ma famille aussi parce qu'ils habitaient Makuri à Numambo et ils sont rentrés définitivement. Qu'est-ce qu'on vous a dit sur votre pays avant d'arriver? Avant d'arriver, bon, il faut dire que moi je connaissais le Burkina un peu avant parce que je suis venu avec ma grande soeur, avec ma maman. Quand j'étais tout petit, j'avais quand même peut-être des fragments d'images, pas trop, mais quand on était tout petit, on disait Soudan. Moi, je ne savais pas que c'est le Burkina qui était Soudan à l'école primaire, bien avant au temps de Oufoué Boigny, parce que Oufoué est décédé en 93. Bien avant ça, on était déjà à l'école primaire. Et puis, bon, on nous parlait de la Côte d'Ivoire, on récitait les chansons, mais finalement, c'est après, plus tard, lorsqu'on apprenait les capitales, j'ai compris un peu que je viens du Burkina Faso avec aussi les dossiers qu'on remplissait au CEP, pour le CEP. Voilà, donc... L'intégration a été facile pour vous quand vous êtes arrivé? Oui, moi ça a été facile pour moi parce que déjà en Côte d'Ivoire, je suis issu d'une très grande famille. Les gens qui étaient au Burkina tout en venus du côté d'Aboasso. Et quand je venais aussi à Moussikoro, à Abidjan, il y avait toute une famille parce qu'on a un de nos grands-pères. C'est grâce à lui justement qu'on a donné le nom du quartier à Yopougon Moussikoro. Donc je profite pour saluer tous les habitants de là-bas. Voilà, donc déjà j'étais un peu dans cette situation de Burkina, de Liwara, les gens qui viennent là-bas pour jouer le Liwara, qui viennent dans la région d'Aboasso, je les voyais. Et puis bon. Est-ce que vous avez été influencé par la culture ivoirienne? Oui, ça c'est naturel. Voilà. Parce que la culture c'est un acquis. Les philosophes définissent la culture comme tout ce qui n'est pas naturel. Mais pour moi, la culture, on l'obtient à partir depuis dans l'histoire de l'humanité, depuis l'avènement de l'homo sapiens.
ou peut-être juste avant l'homme du Néandertal, où on a commencé à mettre les peintures. Mais ça s'est défini aussi parce que l'homme, quand il a commencé à apparaître, il y a eu des défis. Il doit se nourrir, il doit construire pour se protéger, construire des maisons pour se protéger. Au-delà de tout ça, là, il doit se mouvoir et il doit s'émerveiller. Tous ces ensembles-là, avec les expériences, la somme cumulée qui définit aujourd'hui la culture. La culture n'est pas unilatérale, c'est un peu de tout, en dehors de ce qui est notre peut-être génétique et puis de ce qui est le reste qui est là, tout c'est la culture. Donc, quand tu vis dans un événement, la société te transfère certaines choses. C'est tout à fait normal que je vais écouter du Zouglou, je vais aller à l'école, je vais apprendre l'histoire du Burkina. Et quand on a une conception comme ça d'ouverture, à chaque fois qu'on découvre des Ghanéens, on découvre des Ivoiriens, on revient chez nous, on retourne à l'origine, on ne fait que construire. Il faut avoir cette curiosité de base qui nous permet de construire. Et il ne faut pas se restreindre. Je crois que c'est là même que le dogmatisme naît, lorsqu'on ferme. Voilà. C'est là que le dogmatisme naît, lorsqu'on ferme. Oui. Alors, Bissiri Ousmane, oui. Aujourd'hui, avec un peu de recul, oui. avec le nombre d'années d'expérience cumulées, oui. j'ai envie de tout simplement vous demander la lecture que vous faites aujourd'hui de l'évolution, de la promotion de la culture de votre pays d'origine, le Burkina Faso. Aujourd'hui, sur le plan culturel, sur le plan politique, la culture, à mon sens, je dis bien à mon sens, peine donc à se faire sa place. La culture est le secteur qui est à chaque instant visé. Lorsque la situation sociopolitique se dégrade, c'est toujours la culture qui reçoit, en tout cas tout de suite, les premiers coups. Est-ce que vous avez cette lecture ou vous avez toute une autre lecture donc, de la situation? Je partage un peu ton point de vue parce que l'analyse déjà en dit tout. C'est une question, mais quand même les bases de notre problématique sont déjà jetées. Pour moi, la culture, comme je le définissais, c'est un peu le tout. Mais maintenant, nous, notre problème ici, c'est que la vision de la culture est très restrictive. C'est-à-dire, on a l'habitude de croire que c'est la musique et le cinéma seulement qui sont la culture. Alors quand je me mets un peu dans la peau de penseur, de celui aussi qui a beaucoup écouté, a beaucoup lu certaines œuvres, on peut définir la culture. La culture, par exemple, des mass médias, donc tout ce qu'on fait à la télévision, y compris. Maintenant, après, la culture littéraire, la culture scientifique. Tout ça là, c'est pour catégoriser. Tout ce qu'il a expliqué que les acquis là, c'est pour essayer de les catégoriser. Mais chez nous, ici, il y a des musiciens qui pensent que quand on dit culture, c'est la musique seulement. Il y a des gens qui font le cinéma qui disent que quand on dit culture, c'est le cinéma seulement ou le cinéma et la musique. Moi, j'ai envie de dire aux gens qu'en Afrique, on a un problème. Ce problème-là, Cheikh Anta Diop, qui est décédé justement l'année de ma naissance, en 86, j'aimerais lui rendre hommage. Il a vu le problème. Il a vu le problème de façon très fondamentale. Il y a un problème de définition d'espace de départ. C'est quoi ça? Lui dit un corps de sciences humaines. Mais pour plus parler, moi je peux, pour plus me rendre un peu plus explicite, je veux dire, c'est un ensemble d'idées qui définit un peu, en quelque sorte, notre identité africaine. Maintenant, c'est dans cette identité-là qui est décryptée, on arrive à faire sortir ces identités-là grâce aux penseurs libres et puis aux essayistes. Même il y a certains professeurs de bonne volonté dans les universités qui nous permettent de voir comment orienter la pensée. Lorsque la pensée est orientée, en ce moment, les chanteurs sont dedans, ils puisent dans notre manière de faire. Parce qu'ils ont un repère. Dans ce repère, ils se définissent, ils savent là où ils vont. Mais aujourd'hui, nous, tout est embrouillé. Parce que justement, dans l'école qu'on fait, vous allez me comprendre. Quand on prend par exemple l'échelle du temps, ou bien la chronologie, quand on quitte l'histoire, on parle de l'Antiquité, après on parle de la philosophie médiévale, bon, qui est le Moyen-Âge jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Quand le Moyen-Âge finit au 15e siècle, le début, on parle de Renaissance en littérature, on parle justement de l'époque de la science moderne, en science, généralement, c'est que les gens connaissent. 17e siècle, classicisme, 18e siècle, siècle des Lumières, 19e siècle, les grandes philosophies commencent à germer, la fin de l'esclavage, 20e siècle, nos États tels qu'ils sont.
on regarde seulement dans la vision unilatérale de l'Europe. L'Europe ne peut pas savoir ce que nous on vit. Moi, je dis qu'en réalité, il faut des penseurs endogènes. S'il n'y a pas de penseurs endogènes, on va courir, se promener. On ne saura pas ce qui c'est que la connaissance. La connaissance, c'est quelque chose qui est vaste, mais c'est aussi relatif. On ne peut pas tout connaître. La rationalité, c'est un peu comme de l'archipel d'un vaste, d'un océan où on peut essayer de... Mais il faut surtout comprendre qu'il y a l'incertitude et puis il y a un univers qu'on ne maîtrise pas. Mais il faut d'abord partir de nous-mêmes, d'abord essayer de se comprendre, de se connaître, d'inscrire notre philosophie de base, qui est aussi notre corps de sciences humaines, que Cheikh Anta Diop l'a dit. Bon, j'ai argumenté pour qu'on puisse comprendre, parce que ces documents-là sont vraiment larges, mais quand même, dans notre contexte aujourd'hui, nous aussi, je ne pensais que nous devons contextualiser tout ça. Maintenant, la musique doit puiser dans notre terroir avec une orientation. Il ne suffit pas de parler le moré et puis dire qu'on est en train de chanter, de faire la musique morée. Il y a tout un état d'esprit. Moi, j'ai commencé ma littérature d'abord dans la première des choses. Les étudiants, écoutez-moi très bien, à contextualiser, à pouvoir comprendre les différents courants. Lorsque j'ai su que non, le courant qu'on a suivi depuis le découpage là, du Moyen-Âge, c'est seulement pour l'Europe, la philosophie occidentale. J'ai cherché à comprendre comment l'Indien pense, commencer à comprendre les grands livres comme le Srimad Bhagavatam, qui sont les livres de l'hindouisme. Après, le Tao Te Ching de la Chine, essayer de construire tout ça là. Et voir, malheureusement aujourd'hui, le père de la littérature française, c'est Molière. Le père de la littérature espagnole, c'est Cervantes. Les anglo-saxons parlent de Shakespeare. Mais nous, c'est qui? Quand on dit souvent, les gens pensent qu'en Afrique francophone, on dit Senghor. Mais non, Senghor a justement fait la littérature de résistance. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, je n'ai rien contre ça. Mais ça ne définit rien le petit Africain. Merci beaucoup. Acclamation pour notre... Avant la réaction de Sandrine Konaté et d'Adel Rwamba, est-ce que M. Bissiri Ousmane, après tout ce développement, après tout cet argumentaire, est-ce que nous pouvons dire avec vous que l'Afrique n'a pas encore sa véritable identité? La question liée à l'identité est très complexe. Bien sûr. L'identité peut dormir, mais elle ne va jamais se perdre. Je prends un seul exemple. Est-ce que dans notre cas, l'identité dort? Notre cas, l'identité dort. D'accord. Et maintenant, allez-y pour votre développement. Je prends un cas de Soundiata Keïta, qui, aux environs du XIIIe siècle, a réussi à construire quand même une identité véritable pour l'Afrique de l'Ouest, qui a influencé presque toute l'Afrique de l'Ouest. Après, quand on a les fameuses conférences de Berlin, quand on a coupé ces pays-là, on a morcelé sans tenir compte de nous-mêmes, de nos réalités culturelles. Les gens se sont retrouvés justement en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup qui se sont retrouvés en Côte d'Ivoire. L'histoire qu'on nous enseigne de la colonisation a un faux départ. Quand les Occidentaux ont aboli l'esclavage, la fin de l'esclavage, justement, la famine est rentrée en Europe. Il fallait trouver des territoires pour cultiver. Comme ils ne pouvaient pas travailler, il fallait aussi utiliser des gens. Donc la Côte d'Ivoire, là, ces colonies ont été créées. Mais généralement, la zone de la Côte d'Ivoire, c'était une zone où il n'y avait pas une grande population comme ça. Après, c'est en Côte d'Ivoire, au-delà, au-dessus du V-Baoulé, il n'y avait pas trop de monde. Mais cette zone-là aussi était bien pour l'agriculture. Ils ont emmené plein de personnes là-bas. Les gens sont quittés en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Burkina, partout, ils sont venus se croiser. Niger, Mali. Quand ils se sont croisés, il y a beaucoup qui voient. Moi, je viens de Guinée, je m'appelle Traoré. Lui vient de Burkina, il s'appelle Traoré. Tel vient voilà, ça s'appelle Traoré. Au Sénégal, il y a des Traoré. Il y a des Traoré. Donc, les gens ont commencé à se découvrir. Voilà. Comme ça, on a vu les rapprochements des coutumes, des parentés en plaisanterie, de tant. Ça veut dire que cette merveilleuse culture qu'a sémée Soundiata Keïta ne peut jamais se perdre. Cette culture témoigne l'âme élégante de tout un peuple. Bravo. Adel Rwamba, ton voisin. Jackie. Oui. Je rentre dans la maison de mon voisin aujourd'hui. D'accord. Aujourd'hui, là, on part ensemble. Ah ouais, Bissiri, je t'informe officiellement que tu viens d'avoir
Une femme, c'est en plus ou en Une moins? grande sœur, pardon. Une grande sœur. Faut pas dire femme, parce que les vieilles comme nous ne sommes pas productifs dans les foyers. On a fini de faire nos enfants. Donc voilà, c'est mieux de prendre une jeune comme Sandrine là. Elle fait toujours des enfants. Et c'est vrai, elle va bientôt même nous présenter un panneau sur lequel il est écrit. C'est moi qui dois lui offrir un Sur t-shirt. lequel il sera écrit plutôt à la recherche Adèle qui a proposé d'un mari qui est beau, grand, Non, ça c'était à 3 ans. Riche. riche. Et vieux. Ça c'était à 3 Et ans. vieux. Non, ça c'était à 3 ans. Non, Jackie, ça c'était à 3 ans. Ah, il y a 3 ans. Maintenant, les données ont changé. Les données ont changé, ok. Maintenant, là, moi je vais écrire sur son t-shirt. Recherche de mari pour ma collègue. Je suis d'accord pour vous payer. Vous-même qui allez l'épouser là. La dernière voiture 4x4, je vous l'offre pour que vous puissiez l'épouser. Je vous offre des bœufs, des moutons, des gallinacés. Et puis des sacs d'or pour que vous puissiez l'épouser. C'est ce que je vais écrire sur son t-shirt. Sandrine, ça veut dire que... Désespéré ou quoi? Ah, sur quoi? Alors, On revient aux choses sérieuses, Adèle. je Oui. vous découvre, sincèrement, je vous découvre. Et comme à l'entame de l'émission, Jackie disait que les grands hommes, et les intellectuels, deux fois quand ils sont dans la foule, on dit « Monsieur Bissiri !» On est en train de le chercher. J'ai là à côté. Ça veut dire Dieu s'est concentré. En fait, il ne s'est pas attardé sur le physique. Il a préféré se concentrer sur le cerveau pour bien fabriquer le cerveau, pour qu'il soit bien conçu et qu'il puisse aider notre Afrique. J'ai envie de dire ça comme ça. À l'éveil de conscience. À l'éveil de Adèle, avant que conscience. tu ne poursuives, est-ce que ce monsieur, Oui, lorsqu'on le presse, oui. c'est Non, quelque chose? il y a plus que du jus. D'accord. Non, c'est robinet même. Pas- Il n'y a même pas besoin de presser. On touche et puis c'est barrage qui vient en même temps. Ok, on a compris. Alors, Monsieur Bissiri, quand je prends la couverture de votre livre, par exemple, je vois une image martyrisée, ou une femme qu'on déshabille, on la muselle, on ferme sa bouche, on la tire de partout. Pourquoi le choix a été porté sur cette image? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, s'il vous Que plaît? symbolise? Bien Que sûr, symbolise avec plutôt l'image. cette image? D'abord, la dame que vous voyez là, Oui, Il faut présenter ça. c'est une allégorie, c'est la Maman Africa. d'accord. D'accord. Maintenant, la pensée, décider pour elle-même l'orientation de ce qu'elle veut. Parce que quand on parle de développement, il y a un consensus de base, il y a un projet, tout un ensemble de projets où à fait, oui. on veut réaliser. Le développement est très relatif, en fonction des sociétés, bien sûr. Oui, Mais nous, on n'a pas le droit de définir notre pensée. Donc, on ferme notre bouche. C'est de la philosophie politique ou la pensée politique simplement. On nous dicte ce qu'on doit faire. On nous est maintenu dans la boucle. Voilà, avec ce que vous savez là, les airs, quoi. Voilà. Il y a des projets qui sont obligés de changer la substance à cause du financement. Oui. Il y a des gens qui sont obligés de plaire à des bailleurs de fonds qui ne connaissent même pas les sociétés, qui pensent que la femme burkinabé doit être comme ça. Comme ça, oui, tout à D'autres fait. même vont jusqu'à aller dans notre Sahel, aller financer la femme en dehors de son mari. Alors que la femme ne peut jamais être heureuse en dehors de la famille. Voilà. Donc, ça veut dire que notre pensée politique, on nous empêche de véritablement évoluer. On presse les seins de la dame, c'est bien sûr, c'est bien ça. Oui. C'est-à-dire ils ont seulement besoin de l'Africain comme un footballeur et puis un chanteur. C'est quelqu'un qui va venir chanter dans un salon de VIP où les Blancs sont assis, ils applaudissent comme ça. C'est-à-dire ils définissent notre place. C'est-à-dire c'est une sorte d'érotisme. Mais le fait de presser les seins de la femme, sur l'image, c'est pour dire que l'Afrique reste la nourricière des pays européens. Je ne suis même pas encore arrivé là-bas. D'accord. La nourricière, là, Oui. c'est les conditions qui nous mettent dans la boucle, Oui. c'est-à-dire dans le cercle vicieux de la Vicieux, là. médiocrité. On ne peut pas décoller, Oui. on vient payer notre On se matière contente de- première. On nous invite à rentrer dans une mondialisation avec un marché commun. Et puis, dans le marché commun, notre part est très restreint parce que tout est fait pour ne pas qu'on puisse se développer. Oui. Les petites entreprises naissantes, comment voulez-vous qu'ils arrivent à s'en sortir face à les grandes industries? Les étudiants de l'école de commerce peuvent quand même témoigner, ceux qui ont fait l'économie internationale. Voilà.
Mais ici, là, le fait d'attraper le sein de la femme, la maman Africa, là, c'est-à-dire c'est une sorte d'érotisme, jouissance, c'est-à-dire faire plaisir avec nous. Ça, c'est le football et puis la musique. Les grands chanteurs africains, comme les Manu Dibango, comme les Fela Kuti, il y en a eu. Et puis, les Fela et les voilà. C'est très bien, hein, ils sensibilisent, ils montrent la beauté de notre culture. Et après, on continue de voler notre pétrole. Pourtant, si c'est les philosophes notre pétrole, notre or, mais c'est les grands philosophes comme le Cheikh Anta Diop, qui leur philosophie était développée, on n'allait pas continuer à enseigner l'histoire qu'on enseigne à l'école. On n'allait pas continuer après. L'université de Ouagadougou a commencé par les sciences humaines depuis dans les années 74. Jusqu'à présent, du moins les documents, quand on continue de prendre pour faire les cours en première et en deuxième année, demeurent toujours des documents des Français, des Européens. Ça n'a pas évolué. Le pire, la littérature, elle est belle. Oui. Tu vois, mais généralement, les gens connaissent les romans français seulement. Pourtant, les Français, en plus des romans de chez eux, ils apprennent les grands auteurs russes comme Dostoïevski, Tchekhov, Léon Tolstoï, tout ça. Et pourtant, on a les Yalama Tiré ici. Voilà. On a le docteur Bissiri ici, enfin, le conférencier africain ici. On a pas mal de livres au Burkina Faso, d'Africains et de Burkinabé par exemple, mais c'est vrai que... Maintenant, tu vois, si tu vois la couverture, là, il y a comme quelque chose riz comme ça, céréales qu'on tente de donner. Si la femme veut prendre, on veut la déshabiller. Donc, elle veut cacher sa nudité. C'est-à-dire, on veut nous dépouiller. L'Afrique, on veut dépouiller l'Afrique. Maintenant, il tente de nous faire on dépouille l'Afrique où on veut. Parce qu'il y a un constat aussi qui est là. Mais on veut dépouiller complètement. D'accord. Voilà. Et que devons-nous faire? Aujourd'hui, pour moi, sur le plan politique, parce que le véritable littéraire ne fait que regarder, dénoncer. Moi, je n'ai pas envie de me mettre dans cette posture-là. J'ai envie de proposer quelque chose d'autre. C'est pourquoi je ne fais pas du roman ni de la poésie pour plaire. Je dis dans mon livre, il faut éviter le plagiat africain. Il faut faire de véritables réformes. À chaque fois qu'on a l'occasion de faire des réformes, les gens viennent s'asseoir, ils s'appellent dans les réunions. Là. Tu vois, après les coups d'État ou bien les États démocratiques, ils font des consultations, ils s'asseyent dans les réunions et puis ils boivent du champagne, ils essaient de discuter comment est-ce qu'ils vont faire pour que l'Afrique se développe. Moi, je dis non, les grandes réformes, c'est pas comme ça on fait. Il faut aller dans les bibliothèques et puis essayer de voir les grands penseurs qui se rapprochent justement de ces trucs-là. Il faut travailler avec ça, comme les Français l'ont fait avec Jean-Jacques Rousseau, même si après la Révolution française de 1989, ils ont aussi eu des débats inclusifs, mais ils se sont basés sur des auteurs qui sont partis au fond. Voilà. Donc, moi, je pense que si on a une occasion, comme aujourd'hui, le pays traverse des situations difficiles, il faut repenser le système. Voilà. Alors, il faut repenser le système. Oui. Tout le système doit être repensé. Et pour repenser le système, il faudrait absolument convoquer de belles intelligences. Oui. Est-ce que M. Bissiri partage donc le fait que certains disent que le tiers-monde ne peut pas voir les plaies de l'Europe parce que lui-même, ses propres plaies l'aveuglent? Mais le tiers-monde même n'arrive pas à voir ses propres plaies. Mais justement, est-ce que les plaies de ce tiers-monde-là, c'est pas ça même qui l'aveugle? Pour qu'il n'arrive pas à voir que l'Europe a des plaies, pour courir après l'Europe, pour voir en Europe la destination à ne pas manquer, pour voir en Europe l'Eldorado. Justement, c'est ça. Puisque nous-mêmes, pour voir les plaies, il faut d'abord une analyse. Nous-mêmes, nous n'arrivons pas à examiner notre propre société. Parce qu'il ne faut pas, souvent on va regarder, on a l'habitude de se plaindre, c'est l'Europe, c'est l'Europe, c'est l'Europe, c'est l'Europe. Mais est-ce que nous, on arrive à faire un diagnostic? Aujourd'hui, moi qui suis là, la base du problème burkinabé, je respecte les journalistes, ils critiquent, ils envoient des trucs constructifs. Mais il faut qu'ils comprennent que souvent le travail du journalisme, là, c'est... On fait tout pour informer. Les grands journalistes qui deviennent des essayistes, souvent partagent leur expérience, c'est bien. Mais souvent, il y a des grands professeurs dans les universités là, qui ont étudié, qui envoient quand même quelque chose de solide, à laquelle peut-être pour eux là peut se compléter. Il ne faut pas chacun dans son coin va penser que non, il a déjà fait le diagnostic, ça suffit. C'est-à-dire que pour moi, il faut travailler à analyser, justement, voir ce qui ne va pas. C'est ça qui est plaît.
ce qui ne va pas. Mais il faut d'abord une réflexion véritable, rigoureuse à la base. Beaucoup le font, mais je pense qu'il faut que la politique aussi s'invite dans cette dynamique-là. Parce qu'il y a des gens qui ont réussi même dans ce pays. Le Burkina Faso, c'est un pays d'intelligents, hein, de grands savants, qui souvent ils n'ont même pas d'opportunité de pouvoir percer parce qu'il y a un peu d'ego dimensionnel, les gens sont là. Alors que le chercheur ne se préoccupe pas de lui-même. On va applaudir pour toutes ces intelligences. Voilà. Alors, oui, rapidement, Adèle, pour terminer. Vous qui êtes né un 8 mars 1986, à l'aube du 8 mars, est-ce qu'il faut revoir la manière de fêter la journée mondiale de la femme, c'est cela, au Burkina Faso? Normalement, pour moi, le développement du soi-disant féministe qui se fait là, pour moi, souvent, ça s'écarte un peu de la véritable réalité. Tu vois, la relation entre femmes et hommes, là, il y a des femmes qui ont les femmes ont des enfants. Moi, comme ça, je suis votre petit frère. Voilà. Vous pouvez m'aimer en tant que petit frère. Moi, je ne vais jamais quand même essayer de vous faire du mal parce que vous êtes femme. On voit plusieurs relations. Mais parfois, les gens se cristallisent seulement sur le côté couple quand ça ne marche pas. Quand ça marche, les femmes ne se plaignent pas. Les garçons ne se plaignent pas. Quand ça ne marche pas, alors que scientifiquement, la femme, c'est une association hormonale qui définit les sexes. Lorsque l'association, les hormones féminines dominent, à ce moment, le pénis commence à se rétrécir, ça devient clitoris. Oui. Lorsque le testostérone, qui est hormone du truc, le clitoris grandit, ça devient pénis. Ah, ça, donc la femme est un peu l'homme, l'homme est un peu femme. Donc c'est quoi ce truc? Voilà. Ah, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. C'est la biologie. Ah, c'est la biologie. Voilà. Ok, d'accord. On n'a rien inventé. Oui, alors, c'est ça. Rapidement, monsieur Bissiri. Oui. Est-ce qu'on doit célébrer le 8 mars comme on a l'habitude de le faire? Oui ou non? Oui, on peut célébrer, accompagner les femmes parce que, bon, elles ont le Gangoba. Mais concrètement, en fait, est-ce que le 8 mars serait une journée de réflexion pour travailler pour la condition, enfin, chercher des solutions pour les conditions de la femme et de l'homme, hein, si vous parlez, voilà. Ou bien c'est une journée où on doit sortir, fêter, rentrer à 4 h du matin, se faire frapper par son mari ou son gars? Je vais préciser quelque chose, un peu. Par exemple, moi, je ne suis pas un penseur qui pense que penser, c'est se mettre en dehors de tout ce qui est joie. La joie fait partie de la vie. Il faut se faire plaisir. Il y a des jours où il peut boire, il faut s'amuser. Il faut quand même régénérer les liens. Voilà, donc fêter, il n'y a pas de problème. Mais n'oubliez pas travaillant. Oui, non, mais le jour du 8 mars, c'est ça. Oui. Voilà, ce jour-là, manger, danser et puis voir ses copines s'éclater un peu, mais en toute discipline, quoi. C'est pas parce que ton mari t'a laissé sortir pour aller t'amuser que tu vas te retrouver dans le bras d'un autre. Et pour rentrer à 4 h. Voilà, ça c'est pas Et quand tu rentres, on va te battre et puis mettre tes affaires dehors. C'est comme ça. Mais je ne suis pas d'accord. Non, il n'a pas dit qu'il est d'accord. Il n'a pas dit qu'il est d'accord. Mais c'est le constat. C'est ce qui se passe malheureusement. D'accord. Beaucoup de femmes sont ce que vous pouvez faire aussi, au lieu de les battre, la mettez tout simplement les affaires dehors. Elle va retourner en famille, aller réfléchir. Non, mais le problème, c'est que vous oubliez. Moi, j'attends beaucoup, les gens font des débats sur ça. Tu sais, un vrai criminel. Quelqu'un qui bat. Chaque jour que Dieu fait là, il ne pense pas battre. Mais par exemple, le moment de colère, c'est un état d'esprit qui ne se ressent pas lorsqu'il y a la joie. Donc, il y a des gens qui disent que moi, je ne vais jamais frapper la femme. Alors qu'il a une limite. Il y a des femmes qui disent que moi, je ne vais jamais porter main sur mon homme. Mais c'est dit que quand on arrive là et puis ça s'explose, l'émotion, la personne ne contrôle pas. C'est-à-dire qu'il y a absence de raison. L'animosité surgit. C'est la barbarie. La raison disparaît. Voilà, on ne peut pas prévoir. Je vois, il y a des gens qui, comme aujourd'hui, le monde là, c'est que chacun il trouve des financements, il vient, il finance ses projets, il dit qu'il lutte pour la cause de la femme, il lutte pour tant. Mais la nature humaine réelle, c'est quoi? Comment faire pour museler la bête au fond de toi? On ne peut pas devenir doux comme ça. Hein. On devient doux lorsqu'on a assez philosophie. On s'est questionné. On s'est accroché à une spiritualité. On devient doux. Voilà. On va aller vite. S'il te plaît, vite. Vraiment
intéressant. Alors, je suis à la page 33 où on dit le continent africain est peuplé majoritairement de la race noire. Elle avait subi plusieurs influences extérieures à cause des phénomènes comme l'esclavage et la colonisation. Nous observons en son sein actuellement des États historiquement marqués par la colonisation et par la suite l'indépendance. Des problèmes cruciaux de stabilité et d'incapacité à créer des conditions favorables pour l'épanouissement des peuples. Ainsi, nos États africains ont hérité d'un système social, économique et politique octroyé par leurs colonisateurs d'hier. Le constat économique de ces États est chaotique et inquiétant jusqu'au point de voir des milliers de personnes mourir de malnutrition et manquer de soins. J'ai vraiment aimé, mais très souvent, si vous avez remarqué, au sein même de la jeunesse, il y a une phrase maintenant qui est là que tout le monde emploie. Alors, quand tu marches et qu'entre-temps ta chaussure se coupe, on le dit souvent pour rigoler, on dit « Ah non, je suis sûr que c'est la France qui est derrière ça. » Voilà. Quand tu sors et que tu vois la poussière, « Ah non, je suis sûr que c'est la France. » Est-ce que finalement, ça ne nous fait pas fuir nos responsabilités? Parce qu'aujourd'hui, on dit oui, on a été colonisé, c'est devenu comme une excuse, comme cette histoire des sorciers du village entre griffes. Quand on ne réussit pas à faire quelque chose, quand on a du mal à décoller, ce sont les sorciers du village. Donc, le Burkina Faso est un pays, voilà, enclavé, c'est pauvre. Quand on va sortir, il y a la poussière, il va bientôt faire chaud. Ce sont les sorciers. Ce sont les sorciers. Maintenant, là, c'est le colonisateur. Et finalement, nous reconnaissons que nous avons été colonisés. Mais finalement, qu'est-ce qu'on fait pour sortir de cette colonisation, si c'est déjà fait, et pour se prendre en main et vraiment se construire au lieu de passer le temps à se justifier? Merci beaucoup. J'étais dans un thème sur l'autre. Oui, tout merci le temps. Merci beaucoup d'abord pour la lecture, parce que c'est la première fois que j'entends quelqu'un lit mes propos. Quand j'écoute comme ça, il y a une certaine musicalité qui résonne dans ma tête. Merci beaucoup. Ça te fait quoi? Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Une voix féminine très douce. Ça me fait plaisir. Sinon, moi, j'ai lu ici maintenant, rien dire. Ah bon? Il a lu la biographie. Oui, c'est ça. Alors, la biographie, c'est pas moi. C'est normal, c'est normal. Alors, je vous en pleinement, s'il vous plaît. On va répondre à la préoccupation de Sandrine Konaté. Oui. La France est un État. Oui. En réalité, je vais dire quelque chose aujourd'hui. Je veux que ça soit clair dans la tête de tous les analystes politiques. Nous sommes dans un système néolibéral très, très matérialiste. Depuis longtemps. C'est-à-dire, la France n'achète pas le cacao. La France n'achète pas l'or. Non, ce sont des grandes entreprises qui achètent. Les grosses firmes. Les grosses firmes jouent le rôle aussi d'éthique politique. Les médias les appartiennent. La dernière fois, j'ai écouté une interview, les deux se disent. Les deux se disent. Voilà. Maintenant, le professeur Laurent Badou, qui, je crois que c'est les archives de la RTB qui a fait ressortir ça en 92, où il disait que le problème de la démocratie véritable, c'est qu'on peut quand même fabriquer l'opinion. Voilà. Le problème, lui dit, le problème de la démocratie, on peut fabriquer l'opinion. On voit, il y a des situations quand même qu'on instrumentalise. Mais tous ceux qui sont derrière ça, ce sont ces gros films qui ont l'argent, qui dictent. Et je vais dire quelque chose, je ne suis pas un marxiste, ni un socialiste, ni quelqu'un qui est contre l'argent. Mais ce que je vais dire, le système actuel est un système néolibéral très, très individualiste, matérialiste, qui... C'est-à-dire, tout se repose sur l'argent. On a monnayé tout. L'environnement, même l'air, ça reste un peu, on va facturer. Ceux qui vont à l'hôpital savent. Donc, c'est pour dire que c'est comme ça qu'on arrive à nous réduire en esclavage dans le monde. Aujourd'hui, vous qui êtes là, les gens qui sont là, ils ne savent pas ces systèmes. Quand il y a un petit problème, ils accusent la France directement. Mais laissez-moi vous dire que, par exemple, les grandes entreprises, les grosses firmes françaises, il y a des peaux noires, moi aussi, de mon village, à quelque part, Goursi là-bas, qui sont dans ces grosses firmes, partenariats. C'est-à-dire qu'ils dînent dans les grands salons de bourgeois, qui manipulent le peuple à leur guise. Donc, il y a des impérialistes burkinabés, il y a des impérialistes français, il y a des innocents en France, il y a des innocents au Burkina. Si on peut employer le mot prolétaire pour nous ici, c'est vrai qu'on n'a pas été prolétaire, il y en a au Burkina, il y en a au Mali, il y en a en France, il y en a même aux États-Unis. Donc, il ne faudrait pas que j'oublie. Parce que dans mes réflexions,
j'ai eu à travailler beaucoup sur ces systèmes économiques-là. Mais ce qui ressort pour moi, je pense que l'homme a évolué. La dose de barbarie a diminué en chacun de nous. Parce que moi, je pense à cette condition de l'homme qui est homo, l'homo au début, là, le primate, jusqu'à l'homo habilis. L'homo habilis, c'est le deuxième homo, où l'homme a la possibilité de s'arrêter. Quand il se redresse, il a l'habitude, il peut par exemple transformer, manipuler. On parle de homo faber. Depuis ce moment, donc, vous voulez fabrique. dire que... Donc, je vais dire à ce niveau-là, que depuis ce moment où l'homme a réussi à pouvoir se transformer, à pouvoir évoluer jusqu'à devenir l'homo sapiens, l'homme a évolué. Aujourd'hui, on a un homme très intelligent, qui est à la limite spirituelle. Vous ne vous demandez pas comment on a fait pour fabriquer les smartphones, jusqu'à actuellement, la science est arrivée à des grands défis où on veut faire la télédéportation. C'est-à-dire que Sandrine est là, elle veut aller en France, elle rentre dans une machine. Bon, on ne le fait pas, c'est dans les sciences-fiction. Mais aujourd'hui, lorsqu'on va, la physique quantique est en train de travailler sur ça, les différentes dimensions. Bon, je ne vais pas rentrer là-bas. Je ne suis pas un spécialiste de ça. Monsieur Bissri, donc l'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain, c'est ce que vous voulez dire? Justement, je veux venir à ce niveau-là, à l'homme qui est devenu truc là. Donc le système véritablement qui gouverne l'homme là est archaïque. Puisque le système est unilatéral, tient compte seulement du fait qu'il faut avoir l'argent. Alors que l'homme est un être biologique, est un être anatomique, est un être physiologique, est un être aussi spirituel, qui a des questions de spiritualité. Mais maintenant, ce système ne nous permet pas de nous émanciper spirituellement. Donc moi, je propose qu'il y ait, je vous prends un témoin, je propose qu'il y ait deux monnaies. Une monnaie pour les besoins fondamentaux, la nourriture, et puis pour nous permettre, la nourriture surtout nous permettre d'aller déféquer, et puis truc, c'est un peu ça. Deuxième monnaie pour les envies, donc le need et le want. Le need, c'est les besoins fondamentaux, le want, c'est ce qu'on veut. Si aujourd'hui, excuse-moi, je sais que tu n'es pas comme ça, Sandrine veut acheter de la pommade pour s'éclaircir et puis pour devenir bling bling, elle ne doit pas prendre la monnaie qu'on prend pour payer la nourriture là, au risque de créer un déséquilibre. Maintenant, cette formule-là, la base, je l'ai jetée dans mon livre, mais j'aimerais des esprits aussi pertinents qui veulent travailler sur ces projets-là. On va travailler ensemble, pas pour l'argent, pour l'évolution de l'humanité. Le jour qu'on sera assis à la droite de Dieu, on va regarder les hommes comme ça, utiliser notre théorie, afin que le monde progresse. Le professeur Bado, Laurent, avait déjà développé cette philosophie dans une de ses interventions. Si j'ai bonne mémoire, où il parlait de biens communautaires. Il a illustré cela par le chant. Alors, on devrait absolument avoir deux chants. Il y a le chant pour tout le monde, pour toute la communauté. Et ce qu'on va pouvoir avoir dans ce chant, c'est pour tout le monde. Maintenant, si toi, tu as envie d'aller danser quelque part, faire ton show, tu dois t'arranger à avoir ton chant un petit chant qui va générer du revenu. Il avait développé cela, je crois qu'il y a quelques années, mais on n'en parle pas. Je suis sûr qu'on va finalement un jour arriver à ça. On va un jour arriver à ça. Mais lorsqu'on fait avec la monnaie, c'est encore plus profond. Mais maintenant, la magie de pouvoir combiner les deux monnaies-là, il faut véritablement travailler. Il faut inclure. Ça ne doit pas être une vision unilatérale. Moi, je ne me considère pas comme quelqu'un qui est détenteur d'une vérité absolue. Mais je pense que je suis disposé à travailler avec les autres pour construire quelque chose de... Pour terminer, Sandrine, alors, M. Bissri, il y a un fait qui est là. Je ne sais pas si c'est un souci. Je voudrais avoir votre avis là-dessus. On se plaint de notre système éducatif. Depuis l'école primaire jusqu'à l'université, Adèle disait qu'à leur époque, on disait nos ancêtres étaient des Gaulois. Alors, on se sent des Gaulois. On se plaint de ce système, mais on travaille. Beaucoup de jeunes étudiants aujourd'hui veulent aller étudier en Europe. Et même quand ils vont étudier en Europe et reviennent au Burkina Faso au sein d'une entreprise qui veut recruter, Adèle arrive avec son dossier où elle a bossé, elle a bossé à l'université de Ouagadougou. Moi, je viens avec mon dossier où j'ai fait les grandes universités de New York et tout. On va me prendre. Est-ce que vous pensez que ces pays vont vraiment former des personnes qui vont revenir dans leur pays pour développer leur pays, étant donné que là-bas, on ne va pas apprendre comment fonctionne l'Afrique. On va montrer comment fonctionne le monde en mettant l'accent en fait sur leur système. Et nous, on va aller apprendre ce système et vouloir venir appliquer ça chez nous. Est-ce que cela ne fait pas un problème? Sans qu'on le sache, est-ce que cela ne contribue pas à presser le sein de l'Afrique, en fait? Nous-mêmes, on presse et on leur donne sans se rendre compte.
Bon, la question semble un peu plus large. Premièrement, vous avez parlé de le modèle de l'école, Oui, ce qu'on nous enseigne. l'école et tout, puisqu'on va Deuxièmement, faire les études. le fait de quitter ici, aller en Europe, ou bien dans les grandes universités, Aller bosser Alors, pour venir appliquer on va- cela Je dis, ici. il y a un exemple. Est-ce que vous avez compris la question? J'ai compris la question. D'accord. Il y a- Elle est très simple, cette question. Oui, Seulement, elle a voulu illustrer. C'est pas la Oui, question. oui, que Oui, c'est. c'est illustré en fait. Alors, Monsieur Bissiri, voici la question, la préoccupation de Sandrine Konaté. Oui, oui, Aujourd'hui, Oui. nous avons nos réalités. oui, oui, Il se trouve que nous avons des têtes pensantes qui se retrouvent en Europe, oui, oui. qui profitent, qui tirent profit des nouvelle. enseignements Oui, oui. que leur donnent les universités de l'Europe, ou si vous voulez de l'Amérique. Et qui doivent revenir servir leur pays. Donc quand ils sont face donc, à ces têtes pensantes qui sont restées au pays et qui ont été instruits par ces professeurs, ces enseignants qui sont ici, ils ne partent pas avec les mêmes chances. Est-ce que vous pensez que c'est important pour nous de recruter ceux qui viennent toujours avec les diplômes D'ailleurs, d'ailleurs, oui. au détriment de ceux qui sont ici. diplômés ici? Étant Diplôme donné égal, le diplôme voilà, égal, oui, oui. à diplôme égal, master, Mais le fait master. que tu aies fait des études aux Ailleurs. États-Unis ou en France, Oui, on dit, c'est que pour elle là, oui, Est-ce qu'il y a pas un université de problème par rapport Ouagadougou, à ça? non. C'est C'est le- pas un c'est- souci. ce sont les effets de l'impérialisme. À tout vous considérez que ce qui est ici n'est pas bon. bien, ce qui est ailleurs Oui. Est meilleur. est meilleur. Mais à ce propos-là, par exemple, la Chine voulait se développer. Elle a défini une philosophie de base Ok. où tout le monde sait où on veut aller. Maintenant, il y a des choses qui les manquaient. Ok. La Chine a envoyé des étudiants aux États-Unis, aller bourser en Europe, aller Elle bourser. est Ils sont espionner entre revenus. griffes. Ils sont revenus. Mais lorsque tu as un enfant qui est, par exemple, d'un fonctionnaire burkinabé qui touche à même peut-être 300 000 francs, on ne sait pas comment il s'arrange et puis son enfant arrive à aller faire les études au Canada. Et ce Chaque n'est pas année, une 20 bourse. millions. Chaque année, 20 millions, il arrive à payer. Lui-même, il sait que le salaire burkinabé, ça ne vaut rien. Et puis, il va dire à son fils, s'il gagne du boulot là-bas, qu'il fasse. Et rester. Il reste. Ainsi, on parle de fuite des cerveaux. Parfois aussi, on peut envoyer un enfant. On lui dit que non, il faut aller bosser, tu vas venir développer avec bourse de l'État. Il s'en va et puis là-bas, bon, il ne revient pas. Il ne revient pas parce qu'il n'y a pas eu une construction à la base pour lui donner une certaine fierté de son pays. Lui-même, il doute. Jackie, dis-moi, en réalité, nous-mêmes qui sommes dans ce pays-là, on doute de l'avenir de ce pays-là. Il ne faut pas mentir. Non, qui dit ça? Moi, moi, je doute. Parce que la but, c'est qu'on fait là. On doute de l'avenir de ce pays. Il ne faut pas mentir. Si on peut travailler pour réorganiser le pays qu'on travaille, nous-mêmes, on doute. Ceux qui ont l'argent là, ils aiment la sécurité. Hein. Le gars, nous qui sommes là, on a l'habitude de prendre des motos et puis on circule dans la ville de Ouagadougou. Souvent même, tu mets ton pied en bas. Non, ils ne prennent pas des risques comme ça. Hein. Ça, c'est Pour vrai. laisser Donc son celui qui pays- prend le risque, c'est qu'il n'a rien. Il n'a rien. C'est ça le problème. Il y avait une double question. Non, on va revenir parce qu'on n'est pris par le temps vraiment. On est vraiment pris par le temps. Restez avec nous, Bissiri. Alors, si la vie était une école, eh bien, le monde serait un livre. Oui, oui. Un livre où se livre l'homme, un livre où s'ouvre l'humain. Lire, c'est vivre, selon Gustave Flaubert. Oui. Eh bien, ils sont avec nous ce matin. Oui. C'est une jeune association que nous avons rencontrée hier Oui. et qui, justement, travaille à offrir des possibilités de lecture Oui, oui. à toute la jeunesse. Oui. Ils ont à leur actif quelques activités déjà menées, mais compte tenu donc du temps, on va juste les prendre pour connaître en quelques mots leur philosophie et qu'est-ce qu'ils font exactement. Merci d'acclamer très fort pour nos visiteurs ce matin. Les mots nous manquent, lectorat, venez avec nous. On va les applaudir très fort. Alors, et s'assoit ici rapidement. Venez rapidement avec moi. Et madame, vous venez à côté de moi. Monsieur, vous allez venir aussi à côté. Voilà, merci. Alors, on va demander le micro avec nos étudiants. On va vous le remettre tout à l'heure. Merci. Alors, bonjour. Comment vous allez? Ouais, bonjour. On va se présenter rapidement parce qu'on n'a vraiment pris pas le temps. On va être très économique. D'accord? Alors, comment ça va? Oui, ça va très bien. D'accord. Voici aujourd'hui une possibilité pour les jeunes de lire. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne lisent plus. Donc, il y a beaucoup de choses qui les échappent. Alors, c'est quoi votre démarche exactement?
Oui, avant de répondre, je veux me présenter. Oui. Juridiquement, c'est Kantagba Mahamadou. D'accord. Oui, je suis de la région de l'Est. D'accord. Oui, je suis ouvrier. Et en même temps, je suis diplômé en mécanique. Je ne suis pas professeur de français ni littéraire. Mais c'est grâce à la lecture que j'arrive à s'exprimer. C'est important. J'avais envie de vous poser la question suivante, mais je vais la garder parce qu'on n'est plus par le temps. Dans tous les cas, je vais vous la poser tout à l'heure à la fin de cette émission. Parce que dès la prise de parole, vous avez dit quelque chose qui me paraît quand même un peu curieux. Bon, dans tous les cas, on va y revenir. Alors, exactement, c'est de quoi il s'agit? On vous voit vous balader avec des livres en pagaille. On vous a croisé hier à la radio et tenez beaucoup de bouquins. Alors, c'est quoi exactement le projet? Oui, le projet, c'est quoi? C'est une association. Tout a commencé par la folie. On va pas revenir sur les détails. On va aller à l'essentiel. Oui, c'est une association qui essaie de promouvoir le livre, la lecture et le civisme dans toutes les contrées. Ok. Oui. Donc, nous essayons avec la bibliothèque ambulante d'aller donner et redonner le goût de la lecture au public lettré, surtout de sa jeunesse. D'accord. Oui. Et comment ça se passe concrètement? Bon, ça se passe tout gratuitement. On ne demande même pas un franc. On donne les livres. Pratiquement, oui. S'ils sont bien formés, ils résument. Au cas que s'ils ne sont pas bien formés, nous, on les apprend comment la formation pour faire la lecture, à faire la différence, comment on lit, comment on résume, et puis comment faire la différence au niveau des types de textes. Oui. Et puis les genres littéraires. Oui. Les caractéristiques des types de textes, tout ça. Bravo. C'est une très belle initiative, n'est-ce pas, chers étudiants? Alors, vous avez donc la chance de les avoir. J'ai tenu à ce qu'ils soient là parce que vous devez être là. Et je me suis dit que ça allait vous être utile. Parce qu'avec ça, vous n'avez pas besoin d'aller faire, j'allais dire quoi, le pied de grue quelque part pour attendre peut-être votre tour. Mais vous avez la possibilité donc d'avoir les livres avec eux. Et c'est en plus gratuit. Ils vous donnent de la documentation, vous lisez. Si vous ne pouvez pas aussi résumer, on vous apprend comment faire le résumé. C'est valable pour les aider et étudiants. Alors, vous, concrètement, vous trouvez où exactement? Bon, précisément, moi, je suis... oui. C'est FADA précisément, mais l'association a débuté à Diapaga. À Diapaga. Et comment s'appelle l'association? Lecture pour tous. Lecture pour tous. Elle existe depuis combien de temps maintenant? Depuis 2005, reconnue officiellement en 2017. D'accord. Vous avez déjà fait beaucoup d'activités déjà, 500 militants élèves lecture à ce jour, et 506, 7 clubs de lecture et civisme dénommés Litili Kougou, c'est ça? Oui, Litili Tchogou. Litili Tchogou? Litili Tchogou. 6 nouveaux clubs de lecture et civisme dénommés également Litili Tchogou. Litili Tchogou, voilà, Litili Tchogou veut dire la lecture du livre, ou bien apprendre à travers le livre. 4709 lecteurs, dont 3590 élèves et 1119 donc travailleurs, parmi lesquels 72 religieux, 102 frères détenus à la maison d'arrêt de correction de Fada, Diapaga et Wayuya. Vous visitez également les maisons d'arrêt pour pouvoir donc mettre à la disposition donc des détenus de la documentation. Parce que là-bas, il n'y a pas que ceux qui sont coupables qui sont là-bas. Attention, ça peut arriver à tout le monde. Alors, madame, vous, on va aussi vous permettre de dire un mot. Vous vous appelez comment? Miss Littérature, oui. Betty Valise Rose. Et bon, nous avons mené une activité à l'Institut français le samedi. D'accord. C'est toujours dans le cadre de ce livre, c'est avec moi de Ayobami Adebayo. D'accord. Donc nous sommes là pour présenter et tous ceux qui veulent lire peuvent le contacter au besoin. Alors, votre actualité, c'est quoi alors en ce moment? L'actualité, nous sommes là dans le cadre d'un café littéraire. Très bientôt au niveau de l'université Joseph Kijerbo, dans le département de lettres modernes. Oui, c'est ce œuvre-là de 318 pages. Donc, on va remettre ça aux étudiants. Ils vont essayer de lire et puis faire un résumé. Et puis, on convoque une date. Et puis, on vient pour la restitution. Oui, c'est ça. Bravo. Et j'espère que les étudiants vont s'intéresser. Oui. D'accord. Alors, vous allez laisser un numéro de téléphone pour toute personne qui désire justement participer à ce café. Oui, sinon, il y a le numéro 74 42 35 45. On va le reprendre le numéro. Oui, 74 42 35 45. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier mot pour vous? Non, c'est déjà. C'est bon? Vous avez un dernier mot? Oui. Bon, c'est juste pour interpeller les parents, vraiment, qui viennent avec leurs enfants pour qu'on ait sémé la graine de la culture, de la lecture au sein de nos foyers. Oui, c'est même pas établissement seulement, parce que tout commence à la maison. À la maison, avant que l'école de prenne le relais. Ça. Vous avez suivi notre intervenant, notre conférencier. Comment vous le trouvez en quelques mots? Oui, je suis très ému de voir un jeune, parce que c'est ça, à chaque fois je dis, je contredis les gens qui disent que les enfants ou bien les jeunes ne lisent pas. Voilà que lui, c'est un jeune.
Mais il a une tête, il a une tête bien faite et non bien pleine. Oui, bien faite. Oui, bien pleine. Non, oui, non, bien faite. Oui, et non pleine. D'accord. Parce qu'il paraît que quand tu dis à quelqu'un il a une tête bien pleine, bon, c'est pas du tout bon. D'accord. Mais il a une tête bien faite. D'accord. Oui, il a une tête bien faite. Et la tête bien faite n'est pas aussi portée par n'importe qui. Ouais, c'est ça. Ok, on a compris le message. Merci beaucoup, on va les acclamer pour les raccompagner. Merci d'être passé nous voir. Voilà, vous pouvez prendre les livres. On vous retrouve tout à l'heure donc pour la suite. Eh bien, Mika est avec nous, on va l'acclamer pour l'accueillir maintenant s'il vous plaît. Mika, tu viens avec nous? Mika nous rejoint pour la suite de cette émission. Eh bien, elle arrive. Bonjour Mika. Bonjour Mika, bonjour, comment ça va? Ça va bien? Oui, ça va. D'accord, très bien. Chez nous aussi, ça va très bien. Alors, avant donc d'aller pour justement des face-à-face avec notre invité, M. Bissiri, je rappelle également pour l'actualité, le livre officiellement donc sera présenté quand? Le 3 mars à 14h au Sénat. Le 3 mars à 14h au Sénat. Il y aura donc la dédicace donc, du livre. Tout le monde est convié pour pouvoir venir voir. Pour pouvoir venir voir. Il y aura aussi des doyens, des très intellectuels de notre pays, des doyens qui seront là pour partager des expériences avec vous. D'accord, merci beaucoup. Alors, M. Tiendrebego, avec vous rapidement, on va revenir donc sur l'École supérieure de commerce. Alors, qu'est-ce que nous devons savoir sur cette école? En quelques mots. Commerce. Déjà, nous sommes situés à Ouaga 2000. En plus, nous avons 11 diplômes certifiés par le CAMES. D'accord. Voilà. Et à l'école, il faut dire que c'est une école assez internationale parce que nous avons plus de 12 nationalités. Oui, allez-y. Voilà, nous avons plus de 12 nationalités et l'école a quand même une certaine autorité au plan national. Et l'objectif cette année, c'est de contribuer à rehausser l'image et à encore vendre notre école. Nous formons des professionnels du management, également la gestion et aussi dans le domaine du commerce. Dans le domaine du commerce. Voilà. Alors, si on vous demandait quelles sont les raisons qui peuvent nous amener à visiter votre école ou bien à nous inscrire au sein de cette école? Alors, les raisons d'abord, c'est des formations professionnelles. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait comme enseignement général et après, tu ne sais pas ce que tu fais. À l'école déjà... Voilà. À l'ESC déjà, tu viens, tu sais pourquoi tu es là. Il peut dire que tous les jeunes qui sont venus là-bas pour se former, ce sont des jeunes déjà qui ont quand même qui viennent dans leur domaine des prédilections en fait. Moi je fais le marketing parce que c'est quelque chose qui me plaît et j'ai envie de m'investir là-dedans. Donc du coup il y a commerce international pour ceux qui vraiment désirent s'investir dans le commerce international et tout. Et donc du coup si tu viens là-bas tu sais déjà ce que tu veux finir. Et moi je dis chez nous à ESC, on apprend pour entreprendre. Voilà. Après, on ne se fait pas embaucher forcément. Si on ne t'a pas embauché, c'est que tu peux embaucher. D'accord. Voilà. Si on ne t'a pas embauché, c'est que tu peux t'embaucher. Alors, donc ici, parmi les étudiants de l'école supérieure de commerce, il n'y a pas de probable chômeur. Hein. Non. Ce sont des petits travailleurs qui sont ici. Ouais. Vous ne faites rien avec ceux qui embauchent. Vous vous embauchez. Hein. Ouais. Est-ce que vous êtes de ceux qui disent que je ne dirai jamais allô patron? Oui. Alors on va laisser le numéro de téléphone pour toute personne qui désire donc vous contacter pour plus d'informations. Le numéro service client c'est le 76 55 17 77. Ok. Et a-t-il un autre numéro? Oui, 64 03 55 55 25 37 04 06. Merci beaucoup, M. Tiendrebego Aruna. Je rappelle qu'il est le délégué général donc, de l'École supérieure de commerce. Vous avez en tout cas tout pour être un bon leader. Vous êtes grande taille, vous avez quelque chose dans la tête. Moi, je dirais que votre tête est bien faite. Merci beaucoup. Merci. Alors, Mika, oui, bienvenue. Qu'est-ce qu'on doit savoir aujourd'hui? Y a-t-il un nom à l'honneur aujourd'hui? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, le nom à l'honneur aujourd'hui, c'est Isabelle Jackie. Isabelle qui, en réalité, est dérivée de Elisabeth. D'accord. Elisabeth qui signifie donc Dieu protège ma maison. Dieu protège ma maison. Voilà. Elisabeth. Donc, s'il y a une Elisabeth dans ta maison, tu es sauvé. C'est ça, exactement. Mais s'il n'y en a pas, est-ce qu'on peut en faire entrer? Bah, tu pries. Tu pries toi-même. Par exemple, s'il y avait déjà, par exemple, une Mamounata. S'il y avait déjà Mamounata, est-ce qu'on a le droit d'aller chercher une Elisabeth pour venir mettre dans la maison ajoutée? Bon, ça dépend. Mamounata, elle est là comme qui? Mamounata? Elle est là comme qui? Comme Mamounata. Elisabeth vient pour... Je veux dire quel est son rôle. Peut-être que si c'est madame et que tu parles de ramener Elisabeth comme une deuxième dame, là, ça peut chauffer. Mais sinon... Ça peut chauffer pour toi? Non, ça peut chauffer. Par rapport à Mamounata, pas forcément. Parce que tout le monde ne partage pas. Hein? Voilà, je dis que ça peut chauffer, c'est possible. Il y en a qui sont pour la polygamie, il y en a qui sont... Voilà, c'est pourquoi je dis c'est possible en fait, comme ça peut aussi ne pas chauffer. Après, si Mamounata est là, je ne sais pas combien de membres de la famille, que tu as envie de ramener une Elisabeth, une Isabelle, bah, tu peux le faire sans problème. Est-ce qu'il y a des futurs polygamies? Hein?
Monsieur Bissiri, la polygamie et vous? Ils disent oui, il y en a. Oui, hein? Il y a des futurs polygames ici. Ils s'assurent. Non, on parle des hommes. Les hommes, polygame, c'est un mécré. Monsieur Bissiri, oui. Est-ce que vous êtes pour la polygamie? C'est très difficile. D'accord, on a compris. Oui, mais... Non, je ne peux pas répondre de personnes du côté. On a compris, Monsieur Bissiri, on a compris votre message. Oui, Mika. Alors, moi, j'ai quelques préoccupations quand même à adresser à notre invité. Alors, je vous écoutais tout à l'heure et j'ai envie de vous demander, est-ce que pour que l'Afrique atteigne son développement, le développement tant rêvé, est-ce qu'il faut se fermer au reste du monde? Je veux dire, actuellement, il y a la globalisation, il y a le phénomène de la mondialisation et tout. Est-ce qu'il faut se fermer au reste du monde? Quand on se dit, quand on pense que le reste du monde nous exploite plus qu'autre chose. Fermer? Oui. Une communauté qui se ferme, c'est une communauté qui se met en danger. C'est une communauté qui prépare sa propre précarité, une sorte d'archaïsme. Voilà, parce que la culture évolue. L'ouverture avec le monde aussi, c'est très bien. Mais il faut aller dans le Kizerbo dit, la mondialisation, d'accord. Mais il ne faut pas on va aller dans la mondialisation, dans une mondialisation où il y a les mondialisateurs et puis les mondialisés. C'est-à-dire... Mais bien sûr, c'est clair, c'est assez clair. Quand tu pars à la mondialisation, tu pars avec ta philosophie, ce que tu vas apporter. Et puis tu reçois aussi. Justement, voilà. C'est la vérité. Mais malheureusement, on a l'impression que c'est plutôt le contraire qui se passe. On a l'impression qu'on reçoit plus qu'on ne donne. Du coup, est-ce qu'avec ça, est-ce que l'objectif poursuivi par le panafricanisme n'est pas quelque part utopique? Est-ce qu'on va y arriver? Bon, il faut définir le panafricanisme. On n'aura pas le temps de définir le panafricanisme. On va pour la question. Soit vous êtes pour ou pas? Je ne suis pas pour. D'accord, voilà, c'est comme ça. Alors, il est populiste, d'accord. Alors, il est populiste, au moins c'est clair. Oui, mais ça vous terminer rapidement. C'est-à-dire qu'il y a des nuances à faire, quoi. Ok. Pour terminer, Mika. Oui, on est pris par le temps. Mais écoute, mes questions étaient codées par Nat. Ok, d'accord. Vous ne pouvez pas terminer. On aura le temps de discuter. Si elle ne peut pas terminer, on aura le temps de discuter à la fin de cette émission. Alors, Mika, tu as le dernier mot. On va aller là. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Alors, pour les personnes qui apprécient ma coiffure, qui se demandent où elles peuvent le trouver, la trouver, c'est le 73 09 36 16 de Rami Lox. D'accord. Merci beaucoup. On va applaudir pour Mika, s'il vous plaît. Merci. Alors, Ziza, viens avec nous. On va l'applaudir, s'il vous plaît. Acclamation pour accueillir Ziza, qui vient rapidement avec nous, s'il te plaît. Ziza, bonjour. Ça va bien? Tu vas bien? D'accord. Alors, Ziza, tu as un message pour l'ensemble des artistes. Donc, tu vas regarder cette caméra. Vas-y, tu as exactement 30 secondes pour t'exprimer. Bonjour. Ziza, regarde cette caméra. Oui. Maman demande pardon. Tu demandes pardon à qui? Ma mère. À ta mère? Ouais. Qu'est-ce que tu as fait à ta mère? Beaucoup offensé. Tu as beaucoup offensé ta mère. Et tu as voulu passer à la télé pour demander pardon à ta mère. On t'a permis d'être là. Maman te regarde et suit cette émission en ce moment. D'autres artistes. Oui. Showbiz. Offensé. Beaucoup de gens. Demandez. Vous pouvez aider-moi. Donnez-moi une chance. Je veux chanter encore. Tu veux une chance pour chanter encore. Et tu demandes pardon à tous ces acteurs culturels à qui tu as fait du mal parce que tu as l'impression d'être abandonné. Tu as l'impression que personne n'est à tes côtés. Alors, je pense qu'ils sont en train de suivre cette émission. Ils ont bien écouté ton message. On se rappelle encore le Sénégalais Awadi t'avait beaucoup. Il t'a soutenu, il a fait un feat. Alors, on va demander également aux artistes également qui sont au sommet ici d'emboîter le même pas et de te donner ta chance de pouvoir également vivre de ta passion. Parce que la musique, tu adores la musique. Voilà, on va l'applaudir pour l'encourager. Et Ziza, maman a entendu ton message. Je suis sûr que de là où elle a entendu ton message. Et ce pardon, elle va te l'accorder. Si tu as voulu être là ce matin, c'est à ta demande pour venir demander pardon à ta mère. Eh bien, le monde entier donc, a suivi cela et maman va te pardonner. Les artistes aussi à qui tu as dû, comment on appelle ça, tu as dû offenser, ils vont aussi te pardonner. Et moi, je suis sûr qu'ils vont faire quelque chose pour toi. Bébé Jackie, mon bébé demande toi
pardon. Pour moi, non, il n'y a pas de souci, Ziza. Moi, j'ai pas de problème avec toi, Ziza. Tati, elle demande pardon. Il n'y a pas de problème. Un jour, Emmanuel, émission, et un jour, tu as parlé moi télé avant. Il n'y a pas de problème, Ziza. Merci beaucoup. beaucoup. Tu sais que tu es comme mon fils. Bravo, on va l'applaudir. Merci beaucoup, Ziza. Alors, Bissiri, on va rappeler la date donc de la dédicace de ce livre. Le 3 mars. 2022 à 14h au Sénat. Au Sénat, on sera de la partie pour pouvoir donc découvrir ce livre et surtout l'avoir avec nous. L'Afrique et le monde, de l'Antiquité à nos jours. C'est signé Ousmane Bissiri, le conférencier d'Afrique. Chers étudiants de l'École supérieure de commerce, si vous avez aimé notre invité, on va faire du bruit pour lui. Alors, Mika, au revoir, c'est tout pour aujourd'hui. On va dire au revoir. Bon, bon appétit à vous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Sandrine Konaté Adèle. Gros bisous à tous. Bissiri, merci d'être là, d'être venu. Merci d'être ce que tu es. Merci de pouvoir être utile également à l'humanité. Merci du don de soi. Merci pour tout. Que Dieu te bénisse. C'est encore plein d'inspiration. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Demain est un autre jour. Allons à l'école supérieure de commerce pour savoir vendre. Ton cours demain. Ton commerçant. Neba sendate. Kosi neba sendate. Kosi neba sendate. Kosi neba sendate. Allez, au revoir. Bye bye. Trophée Baramousso, 8e édition. Move Africa lance son prestigieux concours Baramousso 2022. En plus du sublime trophée Baramousso, c'est encore 15 millions de francs CFA à partager entre les 3 associations féminines les plus méritantes du Burkina. Vous êtes une association féminine battante reconnue au Burkina Faso jusqu'au 20 février 2022. Inscrivez-vous vite au grand concours Baramousso 2022 en envoyant votre dossier de candidature par mail à baramousso@move-africa.bf ou par dépôt physique dans nos agences. Trophée Baramousso de Move Africa, c'est le premier concours d'excellence des associations féminines au Burkina Faso. Votre nouvelle série Canal+ originale. On peut pas continuer comme ça. Notre argent